Et si on s'en parlait? C'est réaliser des entrevues avec différentes personnalités, tant locales, régionales qu'internationales, que ce soit du domaine scientifique, culturel ou spirituel. Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une dame qui me fait triper à chaque fois que je l'ai en entrevue. J'ai toujours l'impression qu'à chaque fois qu'on termine l'entrevue, j'en sors grandi, parce qu'il y a toujours des réflexions, toujours des points qui sont amenés et traités de façon terre à terre, alors qu'il ne nous fait jamais décrocher. Et pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore, elle est auteure, conférencière, formatrice. Elle est considérée comme une spécialiste de la compréhension des passages à travers le processus de la naissance et de la mort. Elle cumule plus de 8 livres qui sont considérés des best-sellers. Elle fait régulièrement la navette entre le Québec et le continent européen pour les nombreux ateliers et conférences qu'elle donne. Et aujourd'hui, elle vient nous présenter son dernier livre, Être ou ne pas être. Voilà la mission. Bonjour Sylvie Ouellette. Bonjour Dominique, quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous avoir en entrevue parce que, mon Dieu, à chaque fois, je prépare une liste de questions et l'entrevue se termine puis j'ai déjà l'autre pour la prochaine, tu sais. Parce que il y a toujours de bonnes réponses qui nous font toujours réfléchir et comme je le disais dans l'intro, c'est toujours terre à terre avec vous. Ben, j'essaie parce que je pense que ça, c'est vraiment ma nature qui ressort là, je dirais même bien un besoin égoïste, moi, de comprendre puis de ramener ça ramener les choses, mais justement au terre à terre, au très concret, j'ai besoin de ça, donc tant mieux si ça peut aider d'autres aussi à mettre parfois ces concepts-là qui peuvent être un peu plus, on va dire, éthéré ou difficile à comprendre, ben tant mieux si ça peut aider, là. Et de ce que j'ai constaté lorsque j'ai lu votre dernier livre, mon Dieu, ça a dû être difficile de trouver un titre, parce que, mon Dieu, ça aurait pu être l'encyclopédie du ressenti, introspection au cœur de l'âme. Est-ce que ça a été difficile de choisir un titre? Ben pas du tout, non. Parce que ce qui est le plus drôle, c'est que sauf pour mon premier livre, mais tous les autres livres que j'ai écrits, je reçois d'abord le titre. OK. Donc, on me prépare dans les énergies avec le titre et quand je reçois le titre, entre le titre et l'écriture, il peut y avoir mais plusieurs semaines, voire mois, avant que j'écrive. Donc, okay. Je mijote le titre dans ma tête, ça tourne un peu, puis quand je me mets à l'écriture, ben c'est parce que le mijotement est fini. Oui, mais c'est tout un livre. C'est bon. J'imagine que ça a été peut-être facile pour vous de l'écrire, mais de bien le saisir, surtout de l'assimiler. J'ai trouvé ça plus ardu que le dernier que vous avez eu, où on se sentait pris par la main, accompagné. Là, on a l'impression que Sylvie ne nous tient plus par la main et qu'elle dit « Allez, fais tes premiers pas, puis vas-y, trompe-toi, mais je vais être juste à côté de toi, je vais continuer, puis je vais te guider, mais je te tiens plus par la main. » Ben, en fait, oui, c'est un livre... le but de ce livre-là, c'est vraiment de devenir observateur de soi, parce que pour moi, la mission de vie, c'est pas faire quelque chose, c'est être. Et donc, comment on fait ça, être? Et là, rendu, quand on pose cette question-là, faut déjà savoir que ça se passe à l'intérieur de nous, puis que là, ben, heureusement, on a des outils à l'extérieur pour nous aider à nous ramener à l'intérieur, mais la démarche d'intériorité, ben là, c'est à nous-mêmes de la faire. Oui. Donc, ce livre-là, il est fait dans ce sens-là pour que les gens puissent trouver les moyens d'aller en soi. Et je dirais, bon, dans la dernière entrevue qu'on avait fait ensemble qui parlait de rendez-vous au cœur de l'être, c'est comme si rendez-vous au cœur de l'être va avec
le dernier livre sur la mission de vie, c'est un moyen de s'intérioriser ce petit livre-là. Donc, oui. ils vont très, très bien ensemble, les deux. Oui, parce que quand j'ai eu fini de lire Être ou ne pas être, voilà la mission, j'ai senti le besoin de retourner Rendez-vous au cœur de l'être, comme pour me recentraliser, parce qu'on a l'impression que Rendez-vous au cœur de l'être, c'est un cheminement sur soi, mais Être ou ne pas être, voilà la mission, c'est ton cheminement à travers l'univers, à travers l'univers du ressenti. Oui, et c'est ça, je pense que vous avez très, très bien saisi l'énergie du livre. C'est ce que je voulais transmettre, que en fait, on porte en soi cette mission de vie-là, qui est de se découvrir et de devenir conscient de ce qui nous anime, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Oui. Parce que dans notre vie, on est très, très formaté à faire les choses comme on nous a enseigné. On est très, très discipliné, je dirais, d'une certaine façon, parce que on fait les choses très souvent par discipline et non pas par goût ou parce qu'on le sent. Oui, c'est vrai. Puis on y va tout le temps par référence. Donc, si on n'abolit pas nos vieilles références, ben on se laisse toujours influencer par ces anciennes références-là. Oui, puis on n'a pas idée, tant qu'on ne s'arrête pas, comment on est conditionné par toutes sortes de choses qui, au fond, correspondent même pas à qui on est vraiment. Oui. Je donne souvent l'exemple en conférence, par exemple, manger. On mange 3 fois par jour parce qu'on nous a appris qu'il fallait manger 3 fois par jour. Puis là, même, je vais aller plus loin, on nous a appris qu'il fallait manger à des heures spécifiques. Ben oui. Mais combien de fois on n'a pas faim à ces heures-là? Oui. Puis on mange pareil. Exact. Et ça, je veux dire, c'est pas nécessairement sain pour notre corps, mais on le fait en croyant que c'est sain parce qu'on se dit, mais non, et c'est ça, on me l'a appris, il faut que je mange. Oui. Il est midi, il faut que je mange. Oui, c'est vrai. Donc, l'objectif de ce livre-là, c'est de délaisser tous ces « il faut que ». Oui. Et de revenir à soi et de dire, mais moi, j'ai faim quand? Et moi, j'ai envie de manger quoi? Puis bon, je suis qui à travers tout ça? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes habiletés? Comment je peux voir que je suis un être unique? Il n'y en a pas deux comme moi, même si il y en a d'autres qui peuvent me ressembler, mais il n'y en a pas deux qui sont comme moi. Et plus je découvre mes forces, mes habiletés, plus je peux les faire rayonner, les mettre à profit. Et là, plus j'ai du plaisir parce que je suis dans mon élément quand je fais ça. Oui. Apprendre à s'écouter, apprendre à les expérimenter, à bien les vivre, puis surtout à les goûter, là, à vraiment les explorer. Oui, c'est ça. Et donc, il faut revenir à soi, il faut se connaître. C'est des bases qu'on entend, mais à tous les jours. J'invente rien quand j'arrive avec des données comme celle-là. Mais justement parce que c'est des bases qui nous sont enseignées depuis la nuit des temps, c'est important de les mettre en application pour trouver cette fameuse mission de vie-là, qui est trop souvent associée à une tâche. Oui. Quand on cherche notre mission de vie, on cherche à faire quelque chose. Oui. Alors que ça n'a rien à voir avec le faire, ça a à voir avec l'être. Après ma barre, quand tu rouvres le livre, moi, premièrement, j'ai trouvé que c'est un livre extrêmement bien documenté, des images, il n'y a pas de mots incompréhensibles à première vue. C'est toujours une description intuitive. On comprend du premier coup. On n'a pas besoin d'avoir la tête à Papineau. Il n'y a pas de mots à 20$, comme on dit en bon québécois. On comprend. Et là où j'ai encore plus apprécié, c'est il y a toujours à la fin de l'exercice ou du paragraphe une pause de réflexion, où ce que tu me dis, ben là, vous allez méditer sur ce que vous venez de lire pour non seulement bien le comprendre, mais pour bien l'exercer. Mm-hmm. Hey, ça, j'ai beaucoup apprécié ça, parce que lire un livre d'une traite comme ça, je pense que t'as mal à la tête.
c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr que le livre, il est costaud. Oui. Il y a beaucoup de matériel dans ce livre-là. D'ailleurs, je fais des formations qui sont très, très denses, de 3 jours pleins. OK. 3 jours complets sur la formation. OK. Puis, j'ai commencé à la donner, cette formation-là, en Europe sur 4 jours. Oui. Et on n'en a même pas trop encore. Non, hein? Non. Donc, il y a énormément de matériel et effectivement, c'est pas un livre qu'on lit d'un couvert à l'autre. En tout cas, c'est pas une course de lecture, là. On peut le lire d'un couvert à l'autre, mais oui. Je veux dire, je pense que l'objectif du livre, c'est de prendre le temps, et c'est ce que j'ai voulu faire ressortir avec ces petites pauses-là. Oui, une pause et puis des résumés de chapitres, tout pour qu'il y ait une réflexion au bout. Et je pense que c'est un excellent livre de chevet où ce que tu prends un chapitre, puis si tu es capable le lendemain, tu en fais un autre, ou sinon tu le relis, tu reviens en arrière pour bien comprendre. Parce qu'il y a quand même des termes, par exemple, plan multidimensionnel, champ de conscience, mais il y a toujours de bonnes références. Comme je dis toujours, c'est toujours très terre à terre. Et on ne retrouve jamais de vérité absolue, là. Tout est dans le questionnement, tout est dans la réflexion. Oui, mais c'est sûr que moi, je présente la somme de mes recherches que je fais depuis une vingtaine d'années dans ce livre-là. Donc, pour moi, ce sont des réponses que j'ai trouvées au fur et à mesure de mon propre questionnement. Oui. Mais je prétends absolument pas avoir trouvé la réponse officielle pour tout le monde. Hein. Je suis très, très consciente que pour certaines personnes, ça sera pas ça la mission de vie. Et c'est bien correct comme ça. Oui. La diversité d'opinions permet justement à chacun de nous d'avancer dans notre propre quête. Hein. Moi, j'ai pas de souci à trouver des gens sur ma route qui me disent moi je pense que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Parce que ce questionnement-là nous fait tous avancer. Exact. Puis de toute façon, il n'y a pas personne qui va le vivre de la même façon. Non, effectivement. Mais ce que j'ai voulu dans ce livre-là, c'est de partir de vérités qui sont quand même reconnues depuis très, très longtemps, de part et d'autre, là, que ce soit dans la philosophie, dans la science ésotérique, dans la science même moderne, physique quantique, etc. Il y a des choses qui reviennent, j'ai rien inventé, dans tout ça, mais j'ai repris des concepts et je les ai mis en lien pour qu'on puisse faire l'unité entre toutes ces informations-là qui existent et qui sont souvent scindées. Hein. La science nous amène certaines informations, les mouvements de spiritualité d'autres, l'ésotérisme nous apporte d'autres réponses, mais c'est tout scindé. Et moi, ce que j'ai voulu faire dans ce livre-là, c'est de mettre ces informations-là les unes à côté des autres pour nous donner une espèce de mode d'emploi. Mode d'emploi qui, cela dit, n'est pas une recette magique, mais qui demande vraiment du travail sur soi. Là. De toute façon, le cheminement d'une vie, le cheminement personnel, ça peut être un cheminement de toute une vie, là. C'est à comprendre, à expérimenter. On n'arrête jamais d'en découvrir. Non. C'est sûr que le jour où je pense qu'on arrête de découvrir, ça s'appelle la mort. Oui, c'est ça, exact. Exact. Parce que, je veux dire, on est venu ici pour ça. C'est l'essence même de la mission de vie, de découvrir qui on est, des nouvelles facettes de notre être, des facettes qui sont lumineuses, puis des facettes qui sont moins lumineuses, mais qui demandent justement à être mises en lumière. Oui, mais en tout cas, j'aime beaucoup toutes les petits tabloïds qu'on retrouve dedans, des belles couleurs,
c'est facile à décortiquer et il y a beaucoup aussi d'exemples comparatifs. Donc, on se sent pas perdu. C'est sûr que si tu le regardes du premier date, tu dis « Oh, il est très dense ». Mais si on y va par étapes, puis on suit les étapes, ça se lit très bien et la compréhension en est facile, en tout cas. Ben merci. Je suis ravie de ce commentaire-là. Je pense que les gens peuvent effectivement s'y retrouver. Oui. J'ai essayé d'amener justement beaucoup d'exemples pour que parce que c'est lorsqu'on arrive avec du vécu, hein, oui. que les personnes peuvent se retrouver. Et les exemples que j'amène ne sont pas nécessairement mes exemples à moi, hein, mais des exemples de vécu, parce que moi, ce matériel-là, je l'utilise depuis plusieurs années en consultation puis en atelier pour aider les gens vraiment à comprendre certaines expériences de vie qui sont plus difficiles et qui n'ont pas de sens. OK. Mais au niveau des ateliers, des conférences que vous donnez, est-ce que l'éveil est toujours aussi populaire? Est-ce que les gens sont toujours à la recherche ou les gens vont vers une fatalité? Ils disent, bon, ben c'est comme ça, puis c'est tout. Est-ce que les gens cherchent de plus en plus à comprendre? Ben, c'est certain que, oui, moi je sens, mais vraiment un appel très, très fort de comprendre, de trouver un sens. OK. On est dans, je pense que c'est aussi l'ère qui le veut. On est vraiment dans une ère d'ouverture de conscience. Même les gens qui se questionnaient pas il y a 10-15 ans, on dirait qu'ils sont obligés de trouver d'autres moyens pour avancer dans leur vie, comme s'il y avait une force qui les incitait à se questionner. Oui, parce que j'imagine que vous devez frapper parfois des gens qui n'ont aucune croyance, qui se disent non, moi la vie c'est comme ça, quand on est mort, point final. C'est vrai que ces gens-là, parfois on les rencontre, puis tu le vois dans leurs yeux que ça reflète pas ce qu'ils disent. Oui, mais il y a des gens qui vont dire ça, mais évidemment, c'est pas les gens qui vont venir aux ateliers. Non. Ceux qui viennent dans un atelier, c'est vraiment ceux qui veulent comprendre, ceux qui ont besoin de trouver un sens à ce qu'ils vivent, et ceux qui cherchent depuis un bon moment. Oui. Donc, moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont fait du cheminement personnel, qui ont fait des ateliers plus spirituels, et qui viennent vers moi et qui me disent, là, j'ai besoin de trouver ma mission de vie, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que je suis venue faire sur la Terre. Puis, ben, ces ateliers ou ce livre-là est vraiment pour ça, pour qu'on arrête de chercher à faire, mais plutôt à aller trouver la réponse dans l'être. Oui. Aller à la source. Oui, parce qu'on est vraiment formaté à faire dans notre société. Okay. On nous a éduqués à ce que ce soit l'action qui prime sur l'être. Oui, c'est vrai. Et on cherche constamment un résultat plutôt qu'un état. Oui. Mais sentez-vous ça, que les gens, quand les gens vont vous voir et vous disent « Sylvie, donne-moi la réponse. Sylvie, je veux le savoir. » Ou les gens vont vers vous et nous disent « Sylvie, dis-nous comment faire. » Est-ce que vous sentez la différence? Oui, ben il y a, c'est sûr qu'il y a encore des gens qui attendent une réponse. Oui. Et qui souhaiteraient à tout prix qu'on leur donne. OK. Et ça, j'en rencontre, moi, depuis toujours. Hein. Donc, je crois pas qu'il y en ait plus qui soient dans cet état-là de dire « donne-moi la réponse Okay. ». Évidemment, c'est toujours plus facile de vouloir avoir la réponse tout cru dans le bec, puis et je m'inclus là-dedans. Hein. Oui. Trouver une formule facile de trouver une réponse, hein, on est-tu content? Mais j'ai voulu faire ce livre-là pour dire, mais la réponse qu'on cherche,
pour cette grande question-là, on la trouvera malheureusement pas à l'extérieur de soi. Non. Puis arrêter de la chercher là, parce que c'est pas là qu'elle se trouve. Oui. Et plus on va la chercher là, plus on va vivre des expériences insatisfaisantes. Et ça, j'ai rencontré beaucoup de gens, et c'est pour ça que le livre est né. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient dans des états de frustration parce qu'ils ont fait des années de démarches. Ouais. Ils ont cherché, ils ont expérimenté, ils ont essayé, puis ils n'ont pas encore la réponse. Puis ils disent, mais là, moi j'en ai marre d'essayer toutes sortes d'affaires. Est-ce que je vais finir par la trouver, cette fameuse mission de vie-là? Ça me fait rire parce que quand j'ai lu le livre, à certaines reprises, ça m'a fait rire dans le sens que je reconnaissais ce que moi je vivais, dans le sens que pour moi, je considère qu'il y a deux sortes de chercheurs. Tu as les chercheurs qui vont suivre toutes sortes de formations, qui vont aller suivre des ateliers, qui vont aller suivre des cours spécialisés, qui vont tenter toutes les sortes de méditations possibles pour espérer vivre quelque chose. Et tu as ceux qui ont vécu quelque chose et qui vont tenter d'aller chercher à travers ce qui existe une explication à ce qu'ils ont vécu. Oui. Pour moi, c'est catégorique. Il y a deux catégories. Oui. C'est vrai que il y a beaucoup de gens qui vont commencer une démarche parce qu'ils ont vécu quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Oui. Ça me rejoint cette affirmation-là parce que c'est aussi en partie mon histoire. Je veux dire, moi j'ai été propulsée dans la communication avec les défunts sans le demander réellement, sans même le chercher. Et c'est, je vais dire, à cause de ça que j'ai commencé une démarche. J'aurais jamais été dans cette direction-là, n'eût été des communications que j'ai vécues. Mais c'est tellement vrai, parce que de toute façon, peu importe dans la catégorie dans laquelle on est, les réponses se trouvent toujours, comme on dit, à l'intérieur de soi. Mais quand on commence à s'écouter, on en voit immédiatement les manifestations. Par exemple, la preuve la plus évidente, ce sont les synchronicités. Quand tu commences à demander, à être reconnaissant à l'univers pour ce que tu as, à être reconnaissant, à t'ouvrir et dire, OK, donnez-moi des indices, je veux chercher. La première chose qu'on apprend, c'est qu'elle vient jamais du côté dont on s'en attend. Ça vient toujours par la bande. Et ça vient jamais de la personne qu'on s'attend qu'on va l'avoir. Tu sais? Et parfois nos pires ennemis. Oui, puis je veux dire, mais la vie, elle est expérience. Oui. Donc, on est venu ici pour expérimenter. Donc, c'est pas le résultat qui est réellement important. Non. Et ce qu'on veut expérimenter, c'est l'état d'être que l'expérience va nous procurer et qui nous permet de découvrir des forces et des habiletés qu'on a en dedans de soi. Donc, on cherche très souvent la réponse à cette grande question de mission de vie à l'extérieur de soi, jusqu'à ce que, même si on le veut pas, il y a quelque chose qui nous ramène à l'extérieur de nous et là, qui devienne une expérience où on touche vraiment l'état d'être. Puis une des problématiques qui fait qu'on a de la difficulté dans notre société à être, c'est parce qu'on n'est pas dans notre corps physique. On est très souvent dans notre tête, mais pas dans notre corps physique. C'est vrai, c'est vrai. Et ça me rejoint parce que, il n'y a pas longtemps, j'étais avec des gens d'affaires et on parlait de ça, tu sais, on était comme juste une petite gang, puis on parlait pas trop fort pour pas que les gens entendent, parce qu'ils voulaient pas que les autres entendent. Et la réflexion que ces gens-là m'ont dit m'a un peu surpris. Ils me disaient, Dominique, tu sais, on t'écoute là des fois dans tes émissions, là, puis nous autres, on connaît pas ça. Nous autres, on est dans les affaires. Mais je peux te dire une chose, ces gens-là se sont partis en affaires, et il y en avait là-dedans qui me disaient, au bout de 20 ans, ils ont carrément arrêté, ils sont partis faire d'autres choses, parce qu'ils se sont dit, c'est pas le résultat, nous,
il y en a qui ont réussi, ils ont tout, ça a bien fonctionné, mais c'est pas le résultat qui nous intéresse, c'est pas le résultat qui nous fait le plus triper. Ça a été de monter l'entreprise et d'affronter toutes les épreuves jusqu'au sommet. Après ça, ça ne nous tentait plus. Tout comme là-dedans, il y avait quelqu'un qui est un athlète et qui monte des sommets, qui va faire des montagnes. Et lui, il me disait, c'est pas d'être au sommet qui est le fun, parce qu'un rendu au sommet, tu restes là une demi-heure, c'est fini, tu prends une photo et tu redescends. Le thrill, ça a été de la montée. Oui. Et c'est ça qu'on oublie dans notre vie. On veut tellement être rendu au sommet de façon figurée, qu'on oublie que le plus important, c'est tout le parcours qu'on fait. Exact. La richesse de ce parcours-là, les expériences, les gens qu'on va rencontrer, les découvertes qu'on va faire sur soi puis sur les autres, ça fait partie d'être et de la mission de vie. Mais dans notre société, tout ça, c'est pas nécessairement valorisé. Non. Ce qui est valorisé, c'est le résultat. Quand on regarde, là, je vais parler strictement de façon financière, mais c'est le bilan à la fin de l'année qui est important. Ben oui. Tu sais, notre banquier, là, il nous le demande à chaque année, Bon, t'en es rendu, là. Oui. C'est ton bilan qui est important. C'est comme quand puis à l'école, tu sais, c'était le bulletin, puis au travail, c'est l'évaluation professionnelle. Donc, on est constamment en train de nous ramener dans un résultat, alors que tout ça, c'est pas ça qui va nous apporter le bonheur. Non. C'est pas ça qui va nous apporter non plus la satisfaction. Ce qui va nous apporter réellement ces éléments-là, c'est est-ce que je suis bien ancrée en dedans de moi? Puis est-ce que je réalise à quel point ce que je suis en train de vivre est une partie de mon monde intérieur. Met en lumière une partie de mon monde intérieur. Donc, il y a toujours une corrélation entre ce que je vis dans le moment présent et ce qui se passe en moi. Puis souvent, les gens disent, là, attends un peu, Sylvie, là, il y a des choses qui n'ont pas rapport à moi. Mais non, parce que ce qui se passe dans mon monde intérieur, c'est comme une lunette fumée qu'on vient mettre sur nos yeux. Oui. Et ce que je vais percevoir de l'extérieur, c'est ce qui se passe dans mon monde intérieur. À la journée où je suis vraiment en amour, je vais pas percevoir le pompisme qui est désagréable de la même façon que la journée que je viens d'apprendre une séparation, que je viens de me faire larguer. Là, le pompisme désagréable, il va pas avoir la même couleur. Oui, le niveau de tolérance fluctue. C'est ça. Donc, puis dans l'exemple, c'est flagrant, mais c'est flagrant surtout. Quand on prend connaissance de ce qui se passe en soi, on s'aperçoit qu'on conditionne nos expériences de vie beaucoup plus qu'on pense et que si je deviens consciente de ça, je pourrais effectuer des transformations importantes simplement par mes perceptions. Oui. Mais est-ce que les gens vous demandent, au niveau de la méditation, d'entrer en contact avec soi-même, est-ce que les gens ont encore de la misère? Est-ce que vous percevez qu'il y a plus d'ouverture, que les gens maintenant ont un peu plus de facilité, ou il y a encore du chemin à faire? Évidemment, comme on est très, très dans notre tête, méditer, c'est pas simple pour bien des gens. C'est pas nécessairement parce que ces gens-là ne font pas d'efforts pour ça, mais c'est plus parce que moi, j'attribuerais ça bien souvent à une incompréhension de la méditation. Oui. Encore là, la grande majorité des gens qui commencent la méditation s'attendent à un résultat. Ouais. Alors que là aussi, méditer, ça n'a rien à voir avec un résultat. C'est un état. Plus on cherche
un résultat dans la méditation, moins on l'atteint. Donc, faut bien comprendre quand on décide d'installer la méditation que c'est simplement accepter ce qui est là dans le moment présent. Donc, c'est une prédisposition. Ben oui, c'est sûr que la journée où on est émotivement très agité, Ouais. notre méditation sera complètement différente de la journée ou des journées où tout est calme à l'intérieur de nous. Oui. Donc déjà, il faut savoir que l'objectif de ma méditation, c'est d'accueillir ce qui est là. Si je suis agitée, eh bien, je suis agitée aujourd'hui. Il faut que je commence par accueillir ça. Ouais. Tant que je vais être en lutte à me dire, il faut pas que je sois agitée. Je veux méditer, il faut que je sois calme. Ouais. Si je suis en lutte, j'atteindrai jamais un résultat intéressant dans ma méditation parce que je suis en division à l'intérieur de moi. Donc, quand on a compris ça, on est beaucoup plus disposé à méditer et on a plus de facilité. Oui, puis on commet beaucoup moins d'erreurs parce que quand on est agité, combien de fois on se dit, on fait des erreurs et on se dit, mon Dieu, comment ça je l'ai pas vu? Comment ça j'ai pas saisi? Comment ça j'ai été trop vite? Parce qu'on n'a pas pris le temps de se calmer. Oui, c'est ça. Puis, je veux dire, plus on va installer une discipline de méditation dans notre vie, plus ça devient facile de se calmer rapidement. Ouais. Ou à tout le moins, et là, c'est gros ce que je viens de dire là, parce qu'il y a des fois, c'est pas facile de se calmer, Non. même si on médite régulièrement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plus ça devient facile d'arriver à un peu plus de calme intérieur. Parce que parfois, c'est ça que la méditation va nous donner. Pas un état de calme complet, mais un peu plus de calme. Oui. Et moi, je vois souvent des gens être en colère parce qu'ils disent, je médite. Puis là, j'étais très agitée, puis j'étais allée méditer, puis j'ai pas réussi à me calmer. Oh, attendons un peu, là. Ouais. Jusqu'à quel point vous étiez agité avant d'aller méditer et après, qu'est-ce qui s'est calmé en vous? Là aussi, il faut être capable d'aller reconnaître le mouvement qui s'est passé. Ouais. Et la méditation m'a permis de me calmer. Elle n'a pas été inefficace, même si je ne suis pas dans le calme absolu. Oui, c'est ça. Peut-être que dans le moment présent, c'est juste pas possible, en fonction de mon état puis de ce que je vivais, d'arriver au calme absolu. Et dans le sens inverse, je suis persuadé qu'il y a des gens qui méditent, sans vraiment en être conscients. Par exemple, on voit des gens... Moi, je médite plus de façon contemplative. J'adore aller sur une montagne ou aller admirer au parc, regarder des animaux. Pour moi, j'ai beaucoup de réponses en étant dans un état aussi simple que ça. D'autres, ils sont dans la Lune. Et souvent, ils reviennent de la Lune puis ils ont des réponses. Ouais. Donc, c'est comme on dirait que c'est pas volontaire. Ben, en fait, je veux dire, c'est super intéressant ce que vous dites, Dominique, parce que méditer, c'est un état. Oui. Donc, quand on est dans la Lune, qu'est-ce qui se passe? On est en train de lâcher. Ah, oui. Donc, on vient intuitivement de se calmer et de permettre à la réponse qu'on cherche d'arriver. Oui. On n'a pas cherché la réponse, on a juste été dans un état d'accueil et là, la réponse arrive. Ouais. Donc, puis on pense que méditer, c'est d'être assis en fleur de lotus, de faire des aouas. Oui, ça, c'est encore une image qui est trop présente et trop ancrée. C'est ça. Alors que méditer, c'est un état. Je peux méditer en passant l'aspirateur. C'est un état de présence à soi. C'est ça la méditation. Ouais. Donc, si je suis présente à moi en passant l'aspirateur et que je suis vraiment consciente de chaque mouvement que je fais, ben, je suis dans un état méditatif. Je n'ai pas besoin d'autre chose.
Donc, les gens se font des idées préconçues. Ils se disent, oh non, ça, c'était pas, par exemple, être en état contemplatif. Non, non, ça, c'est pas méditer parce que je suis pas chez moi, dans ma pièce, avec ma petite encens, ma bougie, puis la lumière tamisée. Ah, puis c'est tellement drôle parce que tout est dans la prise de conscience. Un jour, j'ai rencontré une dame avec qui j'ai travaillé. Elle mangeait un repas par jour. C'était une soupe, genre campagnarde, avec un gros crouton de pain. Et elle mangeait ça tous les jours. Puis je me disais, mon Dieu, vous êtes jamais malade, vous êtes toujours énergique, puis pourtant, vous mangez juste ça. Et elle me regarde avec un sourire en me disant, quand j'étais plus petite, je mangeais comme tout le monde, comme des goélands. J'ingurgitais, je mangeais pas. Aujourd'hui, je goûte ce que je mange. Et je prends conscience que chaque bouchée me nourrit. Et elle me disait, quand tu réussiras à faire ça, tu vas voir que tu vas manger la moitié de ce que tu manges et tu vas être très rassasié. Mm. Et ça, c'est totalement vrai. La pire des choses qu'on peut faire, oui, c'est de faire les choses sans la conscience. Oui, c'est vrai. Pourquoi c'est la pire des choses? Parce que c'est ça qu'on est venu faire sur la Terre, d'être conscient de soi, puis de ce qu'on fait, puis de ce qu'on pense. Donc, chaque fois que je fais quelque chose, puis que j'ai la tête ailleurs, ouais. je suis à côté de ma mission de vie. Ouais. Donc, l'objectif, c'est d'être le plus conscient possible de ce qu'on est en train de faire. Alors, manger, c'est l'un des trucs où on est le plus souvent en inconscience. Ben oui. On avale, on ingurgite, mais on prend pas le temps même de savourer. Une fois que l'aliment est mangé, des fois, on se souvient même plus de ce qu'on a mangé tellement on n'était pas là quand on l'a mangé. Ouais. Donc, moi, je suis 100% d'accord avec ça, que le fait de manger en conscience, premièrement, on a moins besoin de manger une grande quantité, parce que le fait de manger en conscience, ça nous reconnecte à toute l'énergie de l'aliment. Oui. Donc, on n'a pas besoin de manger autant si on prend toute l'énergie de cet aliment-là. Puis, ce que ça fait, ça fait aussi que ça devient un plus grand plaisir de manger parce que là, on goûte les choses. Oui. Puis la preuve, tous, on a eu une grand-mère, une tante ou une mère qui faisait des merveilleux potagers et on se rappelle, on n'y a pas goûté depuis longtemps, mais on se souvient du goût, on se souvient de la satisfaction et on se souvient du plaisir qu'on a eu à manger ces plats-là ou ces soupes-là ou ces potagers-là. Mm-hmm. Oui. Et ça, je veux dire, c'est l'exemple de manger. C'est un exemple qui peut paraître banal, mais qui en fait peut s'étendre à tout le reste. Oui. Imaginez si on ne mange pas en conscience, on fait bien souvent plein de choses aussi en inconscience. Et c'est ce qui fait qu'on devient insatisfait dans notre vie. Quand on cherche le sens à notre vie, on est en train de chercher de la saveur. Oui, oh oui. On est en train de chercher quelque chose qui goûte. Oui. Parce que c'est comme si notre être est en train de dire il manque de saveur à ce que tu es en train de faire. Exact. Ah, c'est un très bel exemple, ça. C'est juste dommage parce que au niveau de la conscience, c'est dommage que des gens qui sont en bout de vie, qui sont en train de mourir, sont sur leur lit de mort, et souvent ils vont comprendre juste un coup rendu là. J'aurais donc dû. Oui, mais moi j'ai une autre vision de ça. Parce que je comprends ce que vous êtes en train de dire, et effectivement, la personne qui se retrouve en fin de vie va avoir parfois des regrets de ne pas avoir fait les choses avant. Maintenant, moi, ce que j'observe dans ma propre vie et dans les gens que j'accompagne depuis plusieurs années, c'est que parfois, pour arriver à un j'aurais donc dû, il faut faire les choses, mais à répétition. Et ça, je parle dans le livre du sens de la répétition.
Vous savez, quand on était à la petite école, on nous faisait réciter les tables de multiplication oui. À répétition. Pourquoi? Parce que la répétition nous permet d'intégrer quelque chose. Oui, c'est vrai. Donc, c'est la même chose dans la vie. Parfois, il faut se rendre jusqu'à la fin d'une incarnation sans avoir fait les choses, sans avoir goûté pleinement à certaines sphères de notre vie pour qu'on puisse réellement prendre conscience de la valeur de la vie. Oui. Et c'est pas perdu parce que, moi, j'ai pour conviction que on ne vient pas expérimenter qu'une seule incarnation, on en fait plusieurs. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ça, mais moi, à date, c'est l'explication la plus logique que j'ai trouvée pour donner un sens global à tout ce qu'on fait ici. Oui. Et dans la mesure où on prend, on fait du chemin sur cette idée-là qu'on va revenir, ben ces fameux regrets-là qu'on a en fin d'incarnation, ils sont préparatoires à une prochaine incarnation. Oui. Ils deviendront des signaux d'alarme pour dire « Hey, cette fois-là, je vais pas passer à côté des choses. » Alors, c'est pas perdu. Et on peut aider la personne en fin de vie, justement, de ce côté-là, à lui dire « Écoute, ça donne rien de t'en vouloir pour ne pas avoir fait. Plutôt, focalise ton regard sur ce qui a été accompli. » Oui. D'en tirer des leçons pour dire, là, maintenant, on est dans cette vie ici. Il faut apprendre à se déprogrammer et apprendre à réapprendre, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est qu'on a été, on a été formaté, oui. Mais en fait, je veux dire, comme je l'explique dans le livre, on arrive déjà formaté. Hein. Oui, c'est vrai. L'extérieur, la famille, l'environnement social, politique, économique, ne vient que mettre en lumière cette espèce de formatage-là qu'on a déjà. Et qu'on veut mettre en lumière et qu'on veut transformer. Donc, il y a personne qui est responsable de ce formatage-là. C'était déjà quelque chose qu'on portait avant de venir sur la Terre. Donc, on est là pour le transformer, pour essayer d'autres choses, pour voir si cette autre chose-là va nous rendre plus heureux. Mais on constate, par exemple, que les gens sont conscients de ça. La plupart des gens à qui je parle, même ceux qui sont plus athées, sont conscients de ça. Mais on dirait que c'est de le mettre en pratique qui demande beaucoup plus. Bien sûr, parce que la mise en pratique, ça demande une discipline, un effort. Ça demande une constance. Et l'être humain, puis je m'y inclus, on n'a pas la discipline facile. On veut la solution plus facile, on veut ce qui fonctionne sans trop d'efforts, on veut la recette qui va nous permettre de dire, bon, je l'ai faite une fois, là, c'est correct, hein, maintenant, j'ai plus besoin de le refaire. Alors que ça, s'il y a quelque chose de certain, c'est que la mission de vie qui est être, c'est à chaque instant. Oui. C'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est pas quelque chose qu'on peut se dire, bon, ça y est, je l'ai ma mission de vie. Parce que être, mais c'est à chaque instant. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de notre existence. Et souvent, quand je dis ça en atelier ou en conférence, je vois des gens qui sont comme, hey, pas drôle, elle. Franchement, tu sais, c'est pas ce que je voulais entendre. Je voulais entendre, dis-moi c'est quoi ma mission, puis là, je vais le faire, puis après ça, ça va être réglé. Je vais pouvoir rentrer chez nous. Mais en fait, je veux dire, si on y pense 2 minutes, mais ce serait vraiment, mais vraiment lassant si notre mission de vie, elle était faite, puis qu'on devait attendre de partir.
il n'y aurait plus de défis. Non, c'est vrai. Je veux dire, on a besoin d'avoir des défis, on a besoin de se renouveler. Comme la vie, on est une partie vivante, donc on ne peut pas être en immobilité. La vie, elle est constamment en mouvement. Mais une question que j'ai envie qui me brûle les lèvres puis que j'ai envie de vous poser, c'est que on constate qu'il y a une évolution, comme on disait tantôt, jusqu'à la mort. Il y en a qui se disent, bon, OK, on va faire mieux la prochaine fois. Mais dans les nouvelles générations là, que vous côtoyez, est-ce que vous voyez qu'il y a un retour de ça? Dans le sens où ce que les jeunes... Je vais vous donner un exemple. Dans les années 80, les jeunes générations arrivaient, ils pouvaient programmer une vidéo juste en pitonnant, et c'était d'une facilité déconcertante. Autant qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent, les nouvelles générations, l'informatique, ils ont ça sur le bout des doigts, nous autres, on en perd. Mm-hmm. On dirait qu'il y a une continuité, une passation des pouvoirs, mais est-ce qu'il y a aussi une passation de la conscience? C'est certain que les jeunes qui arrivent aujourd'hui ont des atouts majeurs sur la conscience par rapport à nous. Okay. C'est-à-dire qu'ils partent pas du même endroit. Ils sont pas obligés de faire le même chemin que nous parce qu'ils partent pas du même départ. Ils ont des outils que nous, on n'avait pas, qu'il fallait aller acquérir. Eux autres, ils les ont déjà en arrivant. Donc, il y a certaines choses qui leur paraissent des évidences que nous, on a dû aller chercher en tant qu'évidence. Oui. Tout comme on avait des évidences sur nos parents. C'est ça. Etc. Mais c'est ça. De génération en génération, il y a des évidences comme ça qui sont là parce qu'on n'est pas venu expérimenter la même chose. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces jeunes-là, tout est facile puis ils n'ont rien à faire. Ils ont leur défi à eux. Oui. Il n'est pas facile, ce défi-là, parce qu'ils arrivent dans une société qui, très souvent, ne comprennent pas. Oui. Donc, c'est pas nécessairement facile de s'y ancrer quand on ne comprend pas. Oui. Alors, ils ont leurs défis, ils ont des choses à venir nous aider à comprendre. Puis nous, on a aussi des choses qu'on peut leur offrir. Hein? Les incarnations de génération en génération, on s'aide. OK. Qui pour eux, ces jeunes-là, sont des évidences et qu'ils sont peut-être même pas encore pour nous. Eux, c'est ce qu'ils viennent nous montrer. Puis nous, on va leur montrer autre chose. Mais dans vos conférences, dans vos ateliers, est-ce que vous en voyez? Est-ce que vous en rencontrez? Est-ce qu'il y en a qui viennent vers vous pour vous poser des questions? Oui, il y a des jeunes, mais c'est pas la grande majorité. Non. Il y a des jeunes. Je peux pas dire qu'il y en a plus ou moins qu'avant. Il y en a au même rythme parce que, je veux dire, faut bien comprendre que, exactement comme nous, ces jeunes-là, à 20 ans, oui. Généralement, ils sont dans l'élément d'un jeune de 20 ans. Hein? C'est ça. D'être avec les copains, les grandes questions existentielles. C'est pas nécessairement leur tasse de thé tout de suite. Non, c'est pas à leur étape. Ils comprennent des choses, et justement parce qu'ils comprennent des choses, peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement l'élan tout de suite de venir à ces conférences. Oui, ils sont pas rendus à cette étape-là. Soit que c'est parce qu'ils ne sont pas rendus à cette étape-là, ou soit parce qu'ils n'ont pas besoin de cette étape-là. C'est vrai. Parce que ce que moi je peux transmettre dans les conférences, il y a certains jeunes que c'est déjà de l'acquis, hein. Okay. Ils le savent déjà, ils vont venir, puis pour eux autres, ce sont des évidences, tout ça, là. Oui. Ah, wow. C'est encourageant. Oui, c'est encourageant, puis je pense que c'est encourageant aussi chez les adultes, c'est-à-dire que le fait que les adultes se posent des questions puis cherchent un sens à leur incarnation, ça nous met dans un ça nous donne une idée de l'évolution qui est en train de se passer. C'est-à-dire que cette quête de sens-là, les gens ont besoin de savoir, ont besoin de comprendre, puis ils veulent pas passer à côté de cette incarnation-ci. C'est comme si je sens une urgence chez beaucoup d'adultes de dire,
c'est pas vrai que je vais repartir sans avoir compris quelque chose. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça vous arrive à l'occasion d'en rencontrer des gens qui, tout d'un coup, vous donnent l'impression qu'ils viennent de comprendre et ils viennent de savoir quelle est leur mission? Ben oui, et ça, je le vis beaucoup justement avec les ateliers sur le livre. D'ailleurs, j'en donnais ce week-end. J'en donnais un atelier ce week-end. Et j'ai vu, je le vois dans les yeux des personnes qui sont présentes de dire « Ah, c'est ça qu'on veut dire par la mission de vie. Ah, c'est ça que je dois transformer dans ma vie. » Wow. Donc, oui, c'est vraiment wow d'assister à cette petite lumière-là qui s'allume dans les yeux des personnes qui cherchent depuis un moment. Sylvie, le temps déjà s'achève parce que, bon, on pourrait continuer comme ça pendant 2 heures, puis ça paraîtrait même pas. Et c'est toujours intéressant de discuter avec vous. Je trouve toujours que le temps... le temps devient relatif. Hein? Einstein avait raison. Quand c'est quelque chose d'intéressant, on ne le voit plus. J'aimerais qu'on parle, d'ailleurs, vous avez toujours votre page Facebook, votre site Internet. Tout à fait. Où les gens peuvent être renseignés en tout temps, à savoir où vous donnez des conférences, le prix, la direction, toutes les informations. Et j'imagine que vous tenez à jour de toutes les nouveautés sur votre page Facebook. Sur la page Facebook, disons que j'essaie d'être à jour. Oui. Ça demande beaucoup de travail. Sur le site Internet, tout est à jour. Peut-être un petit peu plus que sur la page Facebook, mais normalement, les gens peuvent quand même s'y retrouver. Mais là, vous êtes rendu à partager votre temps là, entre le Québec et l'Europe. Là, vous êtes de plus en plus présente là-bas. Oui, ben je passe plusieurs mois par année en Europe. Parce que la vie m'appelle là-bas. Oui. Mais je passe quand même pas mal de temps au Québec. Oui, une chance. Oui. Une chance. On veut vous garder près de nous. Ah, ben je veux y rester aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'y suis bien et je veux y rester aussi. Ben Sylvie, on invite les gens à aller visiter votre site Internet et pour être au courant de toutes les dernières nouveautés. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue-là. Toujours intéressante, c'est vraiment un charme de jaser avec vous. Mais je dirais la même chose. C'est très, très agréable. Vos questions sont très intéressantes et je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous, Dominique. On se dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. Bye Au revoir. Et si on s'en parlait? La radio web Coup de cœur.